Pathologie du pied, traumatologie, rhumatologie, dermatologie. Tous les jours, nous accueillons nos patients, parfois souffrants. Nous les écoutons et cherchons les différents signes cliniques permettant à notre expérience de spécialiste de poser un diagnostic. Certains cas cliniques, fréquents ou plus complexes, nécessitent le besoin d'avoir accès à une base de données des pathologies fiable et validée par un comité scientifique. Découvrez le premier support de diagnostic des pathologies de l'appareil locomoteur. Cherchez les différents diagnostics par des mots-clés, des filtres ou un squelette 3D. Sélectionnez la pathologie pour découvrir les étiologies, les signes cliniques, les traitements. Comparez les différents diagnostics différentiels. Découvrez les examens complémentaires nécessaires et les orientations thérapeutiques conseillées. Regardez des vidéos de tests palpatoires et d'auto-rééducation à proposer à vos patients. Éditez des fiches pratiques avec des conseils spécialisés permettant d'évaluer la douleur et de la classer par des scores scientifiques, ainsi que d'améliorer la communication avec votre patient et vos confrères. Bienvenue dans Didoc, support de diagnostic de l'appareil locomoteur pour les professionnels de santé, créé par des professionnels de santé. Ok, donc encore une fois, je suis le Dr Lins, chirurgien orthopédiste spécialisé dans le pied et la cheville à la clinique de l'Union à Toulouse. Et donc je remercie Jérémy et Guillaume, donc les fondateurs de Scientifique TV et de Diagnostic, pour leur invitation à vous présenter ce que je considère, mais ce qui est de plus en plus considéré aussi par la communauté des chirurgiens spécialisés dans le membre inférieur, en particulier le pied et la cheville, une innovation qui va vraiment changer notre quotidien, puisqu'elle va nous permettre de voir les os, l'architecture osseuse de nos patients, debout et en 3 dimensions, ce qui n'était pas possible, puisqu'avant on faisait donc des scanners sur des patients allongés, en plus on faisait des radiographies, mais qui ne sont qu'en 2 dimensions. Et donc je vais vous présenter les nuances, avantages d'avoir le 3D et la charge en même temps. Donc voilà, donc les avantages de cette technologie, je reviens juste sur la diapositive, mais donc ça s'appelle le Cone Beam. Le Cone Beam, j'en ai parlé dans ma précédente présentation, c'est ce qu'utilisent aujourd'hui les dentistes pour scanner l'architecture osseuse de la face et des maxillaires, pour faire de la chirurgie, des implants sur mesure pour planifier toute la chirurgie. Et donc le Cone Beam, c'est une radio simplement qui tourne autour du patient. Donc c'est pas comme un scanner qui envoie un faisceau et qui fait un grand nombre de spirales autour du patient. Donc le scanner traditionnel est beaucoup plus irradiant. Le Cone Beam, c'est une radio qui tourne et qui capture l'ensemble du volume osseux. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est né, vous allez le voir, il y a 20 ans, dans le milieu dentaire, et qui progressivement a remplacé l'imagerie traditionnelle par panoramique dentaire. Donc les avantages dans le pied et la cheville, c'est que voilà, c'est en charge. Donc pour voir par exemple une arthrose comme vous avez sur cette image, du côté gauche on a une arthrose, on a un pincement articulaire, on a une disparition de l'épaisseur de cartilage, du côté droit on ne l'a pas. Quand le patient n'est pas en appui sur sa cheville, évidemment, on ne peut pas voir ça. Et donc, dans ces cas-là, on est obligé de faire une injection de produits de contraste intra-articulaire qui comporte aussi ses avantages. On voit très bien le contraste et le détail du cartilage, mais on est obligé de faire une injection. Donc, il y a des risques liés à ça, de blessures nerveuses, vasculaires, d'injections de produits extra-articulaires, d'infections. Enfin voilà, donc c'est très très rare évidemment. Mais il n'y a pas du tout ça avec la technologie en 3D et en charge. Et puis l'autre avantage, c'est que c'est en 3D aussi. Donc on peut avoir ces images qui nous permettent de comprendre mieux la statique du pied. Et voilà. Donc je passe cette diapo pour vous présenter un petit peu l'appareil. Il y a plusieurs appareils sur le marché. J'ai mis dans mes conflits d'intérêt que moi je suis effectivement consultant pour Curvebeam qui fabrique cet appareil qui s'appelle le PET4. Et donc vous voyez là c'est moi debout dans cet appareil, donc c'est grand comme une petite baignoire à peu près.
et on se tient debout, ou on peut aussi se mettre assis, par exemple pour suivre des patients traumatisés qui ne peuvent pas se mettre debout. Ça reste quand même intéressant de faire cet examen plutôt qu'un scanner parce qu'ils sont beaucoup moins irradiés. Voilà, donc c'est un cone beam. Vous voyez sur le schéma technique que c'est une radio qui tourne autour d'un objet avec une cible en face, et donc la cible récupère le signal. Ça peut être installé dans n'importe quel cabinet. Ici, on a des radiologues qui sont très innovants et qui ont fait l'acquisition de cet appareil. Donc il est installé au service de radiologie. Donc voilà, les dentistes y sont passés, pourquoi pas nous? Je vous montre cette image de ce que font les dentistes aujourd'hui. Voilà, ils sont capables de faire de la chirurgie sur mesure. Aujourd'hui, la chirurgie du pied garde un côté un peu plus traditionnel, un peu plus artisanal, puisqu'on fait les ostéotomies basées sur son expérience. C'est la main du chirurgien qui guide le geste. Maintenant, dans le dentaire, il y a quand même des guides qui sont faits sur mesure à partir de ces cone beam dentaires. Et donc, il y a très peu de place pour l'erreur en termes de positionnement d'implant. Donc voilà d'où ils sont passés entre 1996 et 2016. Le cone beam en charge pour le membre inférieur est arrivé en 2013, on va dire. Et on est en 2018, donc ça fait 5 ans, il reste du chemin à parcourir bien sûr, mais l'exemple dentaire nous montre très bien vers quoi on va. Au niveau de l'irradiation, on en a déjà parlé un petit peu, l'irradiation standard, journalière, donc ça c'est les chiffres des États-Unis, mais bref, c'est 10 microsieverts par jour. Un bilan de radiographie standard bilatérale, c'est 3 microsieverts. Un PET-4 en charge avec les 2 pieds, c'est 2 à 6 microsieverts, donc c'est 1,5 fois les 6 incidences. La grosse différence, c'est sur la masse de patients à qui on fait des radios, il y en a une proportion non négligeable, hein, c'est-à-dire que c'est presque la moitié en fait, entre 30% et la moitié, qu'on va envoyer faire un scanner, où là, il y a 10 à 15 fois plus de rayons qu'un cone beam. Et donc sur l'ensemble des patients, alors je vous montrerai dans une autre diapo, l'irradiation est plus importante avec le schéma de soins habituel radio plus scanner qu'avec le cone beam pour tout le monde. Voilà. Ça, bien sûr, bon, il y a des papiers qui sont publiés là-dessus par les radiologues. Il y en a un qui cite notamment qu'on reste quand même inférieur aux doses d'irradiation naturelle qu'on reçoit tous dans une journée normale. Donc, c'est quand même des doses qui restent assez négligeables. Ensuite, on va revenir sur les avantages et les inconvénients en parlant des inconvénients du 2D de la radiographie. Le problème de la radiographie, c'est qu'il y a un problème de distorsion de perspective, c'est-à-dire que ce qu'on voit n'est pas la réalité en fait. Alors qu'avec une image en 3D, on voit la réalité. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la caméra, si je vous montre un angle droit comme ça, vous voyez un angle droit, il suffit qu'en fait dans l'espace, je bouge pas beaucoup et on a quelque chose qui est complètement différent d'un angle droit. Et donc c'est ce qui se passe sur les radios, avec par exemple ici une dame que j'avais vue en avril 2016, avec un angle intermétatarsien sur un hallux valgus proche de 18 degrés. Et donc, voilà, je lui explique la chirurgie, elle a piscine au mois d'août, donc elle décide de retarder. Je la revois en décembre 2016, et l'angle est à 14 degrés, le même angle. Et donc, je lui dis, vous êtes la première dame dont l'hallux valgus a guéri tout seul. Enfin, en tout cas, c'est amélioré. Bien sûr que non, c'est pas le cas, c'est juste que les 2 radios ne montrent pas la réalité. La réalité n'est ni 18 degrés, ni 14 degrés. Elle ne peut être visible qu'avec un cone beam en charge. Donc, c'est vraiment la fiabilité de l'installation qui est fondamentale dans cette technologie. Vous voyez que quand on fait une radio, le patient, en bougeant dans son positionnement, en bougeant la source, en bougeant la table sur laquelle on fait examen, tout change, c'est pour ça que ce n'est pas fiable. Ou que, en tout cas, c'est moins fiable. La vitesse aussi de traitement des patients, pour avoir un cone beam en charge, ça prend 30 secondes. Donc le temps de passage dans le service de radiologie, c'est 5 minutes. Pour avoir un patient à qui on va faire toutes les radios, toutes les incidences, la face, le profil, le dorsoplancère,
L'incidence métatarsienne sur un patient avec des radiographies standards, il y en a pour presque une demi-heure, quoi. Donc le gain de temps pour le patient et pour le service de radiologie, pour le chirurgien, tout le monde est vraiment significatif. On avait publié il y a quelques années une étude cadavérique qui montrait comment l'alignement de l'arrière-pied changeait en fonction de la rotation du pied. Globalement, dans les 30 premiers degrés de rotation, de part et d'autre, c'est 1% pour 1 degré de rotation. Donc globalement, il peut y avoir, entre un pied qui est positionné comme ça à 30 degrés ou 30 degrés de l'autre côté, la valeur de l'alignement de l'arrière-pied peut varier de 60%. Donc c'est pour montrer à quel point la perception qu'on a de la réalité quand on regarde des radiographies projetées en 2 dimensions est faussée par cette distorsion de perspective. Ça, ce sont encore d'autres exemples. Un patient qui descend au service de radiologie. Je remercie le professeur Jean Briot de Tours qui m'a fourni cette iconographie, mais on a ça tous les jours dans nos consultations. Le patient descend, il remonte, la radio est perdue, il redescend, il refait une autre radio, il remonte avec les 2 radios. Et l'alignement de l'arrière-pied est différent dans un cas par rapport à l'autre. Ça montre bien à quel point on a une vision perturbée de la réalité. Est-ce que c'est vraiment important pour nos patients ? Dans une certaine mesure, non, parce que le chirurgien il va rattraper un certain nombre de choses. Si la radio me montre un varus de 25 degrés, mais que cliniquement, moi je trouve qu'il n'est pas autant que ça en varus, avec mon expérience, je vais pouvoir redresser un peu le tir et je vais pouvoir dire non, je ne vais pas lui casser son talon pour le décaler et réaligner ce patient. Mais il y a quand même des cas, et vous pouvez voir sur cette diapo, il y a 2 petits points orange, ces 2 patients qui en réalité ont le même alignement qui est à 0, ces patients normaux. Il y en a un qui est donné pour moins 5 degrés de varus et l'autre qui est donné à plus 15 degrés de valgus. Donc c'est des valeurs qui sont pathologiques dans un cas comme dans l'autre. Et donc clairement, il y en a un qui a le talon trop à l'intérieur, l'autre trop à l'extérieur. Je traduis un petit peu. Je ne sais pas qui va regarder, mais en tout cas, on a des mesures complètement différentes et qui nous disent il est tordu dans un sens et il est tordu dans l'autre, alors qu'en fait les 2 sont parfaitement alignés. Et ça, c'est sur des mesures en 2 dimensions. Et donc cette corrélation entre la réalité et les mesures, elle est de 78% sur des radiographies, sur un cone beam en charge, elle est de 97%. Donc en fait, le taux d'erreur, globalement, si on veut résumer ça simplement, c'est entre 20 et 30%. Donc on a 20 et 30% d'erreur. Comment on traduit ça ? Il faut que le chirurgien il gère ça. Alors on peut considérer qu'il est capable de le faire dans tous les cas, ou alors que quand même, il y a des erreurs de jugement, des erreurs de traitement qui sont faites, bien sûr pas volontairement, mais basées sur des radios qui donnent un rendu erroné de la réalité. Voilà. Alors, le gain de temps, il est significatif. Je vous montre un petit peu comment ça se passe dans un cabinet de consultation. On a notre logiciel médical, on a l'écran avec le modèle en 3D. Bien sûr, on ne peut pas imprimer ça comme on imprimait avant des radios. Ou alors, il faut imprimer toutes les coupes. Ou alors, il faut imprimer un modèle en 3D avec tous les os séparés. Enfin, ça devient très compliqué. Non, il faut avoir un ordinateur sur lequel on peut modifier, aller à l'intérieur des os, des articulations, faire tourner le modèle du pied en 3D. On a juste changé de génération, quoi. C'est comme passer des cartes routières au GPS. C'est comme avant, on imprimait ses photos et puis on les regardait dans un album papier. Maintenant, on les regarde sur l'iPad ou sur le smartphone. Voilà, on a juste changé de génération. Donc, il ne faut pas vouloir retrouver des radios où en un clin d'œil, on a une certaine information qui est en partie erronée, ou en tout cas sur lesquelles on ne peut pas faire des mesures aussi fiables. Non, il faut avoir un appareil, une tablette, un ordi pour pouvoir vraiment interagir avec ce modèle en 3D et en charge du pied. Le gros avantage pour les patients, c'est qu'on a toute l'information tout de suite. Donc le patient vient, il a son examen, on n'a pas besoin de le renvoyer faire un scanner plus tard et de le revoir encore en consultation avec le résultat de son scanner. On a tout de suite toute l'information qu'on veut
Et beaucoup d'entre nous, je ne sais pas si, voilà, enfin bon, il y a quand même on a tous souvent des services de radiographie de proximité où on peut aussi faire les examens complémentaires dont on a besoin pour les tissus mous, puisqu'évidemment là on s'intéresse essentiellement à l'os, ça reste des rayons X. Le problème qu'on a après, c'est l'interprétation. Donc vous voyez ici qu'on est on était avant sur des images, donc des pixels, des images plates. On faisait des mesures avec notre crayon à papier, hein, on le fait toujours. Hein. Bien sûr, quand les gens ont eu des radiographies faites ailleurs, on ne leur fait pas faire ça en plus. Voilà. Et bien sûr, c'est une innovation. Et tout ça nécessite aussi de la recherche et de la validation. Ce n'est pas, là encore, la pratique courante partout d'utiliser ça. Mais en tout cas, voilà, quand on l'a, il faut quand même apprendre à réfléchir différemment. Parce qu'on passe des pixels au voxel, donc des unités de volume, il faut pouvoir se représenter ça, d'une image plate à un volume, et puis on n'a plus de crayon, on peut plus, enfin voilà, on peut plus faire des angles dans un volume, ça n'a pas de sens, on va le voir. Et donc on se retrouve au lieu d'une mine de crayon à devoir manier des X et des Y et des Z, des coordonnées, des unités en field qui sont la façon dont on calcule la densité des os sur ces images. Donc voilà. Donc au final, ce qu'on tire comme information, c'est qu'il n'y a pas d'outil pour faire des mesures en 3 dimensions, pas d'outil simple, il n'y a pas d'outil approprié. Mais la première action des gens, c'est d'appliquer les outils qu'ils avaient avant sur les radios. Donc on essaie de faire des angles. Donc on a cet exemple-là où on prend le modèle en 3D, puis on fait un angle comme ça dessus. Mais en fait, un angle, c'est en 2 dimensions, c'est 3 points, donc ça définit un plan. On ne peut pas faire un angle en 3 dimensions. Et donc on se coupe de toute l'information qui est contenue par le volume en fait. On ne sélectionne qu'une partie de l'information en voulant faire un angle. Après, ces appareils sont capables de générer automatiquement des radiographies qui ressemblent à ce qu'on connaît, c'est ce que vous voyez là sur l'écran. C'est ce qu'on appelle des DRR, Digitally Reconstructed Radiograph. Donc on prend toute l'information en volume, on la projette virtuellement et ça donne une radio virtuelle. Ça c'est à la gauche de l'écran. À droite de l'écran, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans un plan, on a choisi une coupe et on fait des mesures en 2 dimensions. Donc ici, ce ne sont pas des angles, mais des hauteurs. On regarde la hauteur métatarsienne. C'est intéressant, mais pour que ce soit reproductible, il faut qu'on sache quelles sont les valeurs normales. Or, pour avoir ces valeurs normales, il faut qu'on les fasse chaque fois exactement dans la même coupe. Qu'est-ce que c'est exactement la même coupe? Si on regarde 2 patients différents, si on fait ça dans ton pied, Jérémy, ou dans le mien, ou dans celui de Guillaume, on ne peut pas prendre la même coupe. La même coupe, ça n'existe pas. Donc, vraiment, ces valeurs n'ont pas de sens. En fait, on est dans la matrice et on essaye de trouver son chemin avec un sextant. Donc, on est paumé, ça ne marche pas. Donc, le scanner en charge sur cette radio, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. L'équation, elle se résout si on apprend à réfléchir différemment. On ne peut pas faire avec 3 points parce qu'on définit un plan. Il faut faire avec 4 points. Et donc, le système qu'on a inventé, qu'on a développé avec RIM, c'est un système de mesure en 3 dimensions. On va sélectionner les 3 points qui représentent la surface d'appui du pied, donc le calcanéum, le premier et le 5e métatarsien. On peut rajouter d'autres points, mais au final, ça ne change pas la mesure à la fin et ça prend beaucoup plus de temps. Donc on sélectionne ces 3 points et le centre de la cheville. Et on va regarder globalement si on marche à côté de ces pompes ou pas. Si la cheville est bien empilée, on revient sur le concept d'empilement articulaire dynamique, si la cheville est bien empilée avec la surface d'appui au sol du pied, eh bien on a une compression, on n'a pas une torsion, et c'est la torsion qui génère la pathologie. Et donc le scanner en charge récupère l'image, le logiciel récupère les coordonnées X, Y, Z, et ce logiciel, donc TALAS, donne une valeur de foot ankle offset, donc c'est l'offset, donc c'est le décalage entre le foot ankle, donc le pied et la cheville. Et c'est cette mesure-là qui est en 3 dimensions, qu'on a donc appelée une biométrie 3D, qui permet de retirer le maximum d'informations en termes d'alignement, donc d'architecture du pied, à partir de ce scanner qui fonctionne donc comme le GPS fonctionne. Il faut 3 satellites plus un point au sol pour avoir une mesure. Voilà, donc les valeurs biométriques 3D. On a étudié ça, on l'a publié dans le Foot Ankle International, qui est le journal de la Société américaine de chirurgie du pied, avec une équipe en Angleterre qui a été pionnière, puisque ça a été la première équipe à avoir un
PET-4 en Angleterre, et même, je crois, en Europe. Donc ils étaient deuxièmes, parce que le premier, c'est le professeur Martin Richter, qui est en Allemagne et qui est vraiment un des pionniers, qui aujourd'hui est le président d'une nouvelle société qui s'est créée pour étudier et valider cette technologie, qui s'appelle Weight Bearing City International Study Group, donc le groupe d'études internationales du scanner en charge, du cone beam en charge. Donc au total, voilà, il y a eu quelques initiateurs, et puis là, tout est en train de s'agréger, et on fait des publications comme ça pour vraiment prouver que ça a vraiment un intérêt. Et ce qu'on voit, c'est que cette nouvelle mesure en 3 dimensions, elle a toutes les caractéristiques d'une mesure biométrique normale, c'est-à-dire qu'il y a une courbe de Gauss, il y a des gens qui sont alignés comme ça, et la valeur moyenne, c'est 2,38% de valgus. Donc c'est un petit valgus, c'est ce qu'on connaissait exactement avant, c'est un valgus physiologique normal. Voilà. On a aussi démontré que c'était très reproductible, il y a 99% de reproductibilité intra-observateur, donc c'est je fais une mesure, je retourne demain faire une mesure, je fais la même mesure à 99%. Je fais une mesure, tu fais une mesure Jérémy, on va tomber sur la même valeur à 97%. Quand on fait ça sur des radios, ça dépend, on est entre 50% et 80% de valeur. Donc on est vraiment dans une autre dimension, et vous verrez que l'avenir, c'est que ce sera même plus nous. C'est l'ordinateur, c'est l'intelligence artificielle qui fera cette mesure, et là on aura 100% de reproductibilité intra et interne. Donc la norme voilà, est de 2,38%. Ensuite, donc là j'ai quelques diapos, quelques images pour vous montrer où est-ce qu'on va. On va effectivement vers l'intelligence artificielle, on va vers la chirurgie sur mesure, c'est déjà développé dans beaucoup de domaines. Là j'ai mis un exemple sur une chirurgie du genou, où un implant sur mesure, un scanner sur mesure permet de calculer la meilleure taille d'implant disponible, et des guides sur mesure sont imprimés en 3 dimensions et livrés aux chirurgiens en stérile, et qu'on va juste fixer sur les os, et on va faire les coupes parfaitement au bon endroit, et on va programmer les corrections angulaires qu'on veut auparavant sur l'ordinateur. Donc évidemment tout ça, ça va aussi arriver dans la chirurgie du pied. C'est vraiment pas être devin que de dire ça. Donc pourquoi c'est important? Il faut vraiment résumer. Il y a des économies importantes de rayonnement. Ça ouvre la voie à l'intelligence artificielle, à la chirurgie sur mesure dans tout le membre inférieur. Et puis on a plus ces 20 à 30% d'erreurs qu'on avait sur les radiographies standards. Un petit exemple d'intelligence artificielle, ça c'est déjà une mesure qui fonctionne, qui n'est pas encore commercialisée. Mais vous voyez que l'ordinateur a réussi à mesurer l'angle intermétatarsien et l'angle métatarsophalangien sur ce cas qui est un pied normal, c'est mon pied en fait. Et voilà, j'ai peut-être un pied un petit peu creux. Bon, c'est peut-être ça la douleur que je... Ah non, ça doit être parce que je cours pieds nus. Bon, bref. Il faut vraiment voir ces nouvelles technologies comme les voitures Tesla par exemple, c'est-à-dire que le radiologue il l'a, le lendemain matin il ne sait pas pourquoi, il va avoir une image qui est plus belle, l'acquisition va se faire plus rapidement et le truc va se mettre à mesurer tous les angles tout seul, parce que la machine, l'acquisition est la même, mais le software, donc le logiciel qui gère tout ça évolue en permanence et apprend en permanence de son expérience. Voilà quelques images sur les travaux qu'on est en train de faire. On s'y intéresse beaucoup au niveau de l'hallux valgus, c'est l'image que vous avez en haut à droite sur la position des sésamoïdes par rapport à la tête du métatarsien. Vous voyez qu'on peut faire de la podoscopie aussi, donc je pense que là on gagne un petit peu de temps aussi. On peut aller visualiser des implants en supprimant tous les tissus autour de l'implant. Vous voyez que par suppression aussi, on a pu représenter là, sur une cheville et une soutalienne, le cartilage par soustraction. Et puis les capteurs aussi, les panneaux de détection vont évoluer très rapidement. Je parle d'ici 5 ans maximum. Et vont être capables de détecter beaucoup mieux les tissus. Donc on verra les tendons, on verra les muscles, on verra les vaisseaux, on verra les nerfs avec ces technologies-là. Les vaisseaux, les nerfs, peut-être plus à échéance 10 ans, mais en tout cas les tendons, c'est des tissus qui sont quand même assez denses, donc on va les voir, on va être capable de les analyser assez rapidement.
Ça, c'est un exemple qu'on a développé beaucoup plus, qui sera intégré à ces machines dans les années qui viennent. C'est le distance mapping, donc c'est l'analyse vraiment de l'espace articulaire. Donc c'est une façon de coder de façon colorée l'espace articulaire. Donc c'est ce qu'on regardait avant sur nos radios où on voyait que deux os étaient en contact. Là, c'est un code couleur qui fait exactement la même chose et qui est en 3D. Donc on peut exploser le pied comme ça, retirer les os, regarder exactement dans chaque articulation. Et on peut aussi corréler ça à la pathologie des gens, mettre ça dans des algorithmes de machine learning pour pouvoir avoir un côté après prédictif et dire aux gens, voilà, vous avez tel pied, dans 10 ans vous aurez de l'arthrose ici, vous aurez ça, 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 donc on peut faire tel ou tel type de chirurgie. C'est vers ça clairement qu'on va. On a fait une étude avec le professeur Richter, qui a été publiée aussi dans Foot Income International, où on a couplé à ces images des images de baropodométrie, où on a prouvé qu'effectivement le centre de gravité théorique, mathématique, anatomique est bien corrélé à la ligne gravitaire même du patient. C'est vraiment superposé, c'est-à-dire que la corrélation antéro-postérieure, parce qu'il y a des oscillations du patient dans le scanner, est de 97%. Il y a plus de variations latérales, mais ça démontre bien que les mesures en 3D basées sur cette technologie de cone beam en charge correspondent vraiment à la réalité physique du patient en charge. Le professeur Richter a rapporté aussi dans plusieurs publications son expérience. Depuis 2012, ça a vraiment été un des premiers à l'avoir dans le monde. Il en est maintenant à plus de 10 000 scanners. Le besoin en radiographie et en scanner traditionnel a presque totalement disparu. Il garde des indications, mais dans des cas très très rares. Il fait des économies de temps qui sont de 15 000 heures, presque 16 000 heures par an. Donc pour ses équipes, pour les patients, etc. En termes de radiation, il économise 30% de radiation sur la totalité de sa population de patients. Donc en conclusion, et je vous remercie d'avoir écouté cette présentation un petit peu technique, mais je pense qu'elle est vraiment très très importante. Pour le patient, il y a un gain d'irradiation d'une trentaine de %, il y a un gain de reproductibilité au niveau des mesures de fiabilité de 20 à 30%, et en termes de confort et de temps passé, on a un gain de 70%, et encore, c'est juste le temps passé dans le service. On n'a pas évalué les patients qui, en comparaison, rentrent chez eux, reprennent rendez-vous, reviennent au scanner, voilà. Pour les docteurs, bien sûr, on a une imagerie qui est comparative, bilatérale, en charge en 3D, on l'a déjà dit. Ça nécessite quand même d'investir dans un PC pour pouvoir avoir un outil qui serve qu'aux images, avec une courbe d'apprentissage pour réaliser les mesures et pour rapidement, parce qu'en consultation on n'a quand même pas 3 heures, pouvoir rapidement tirer la quintessence des images. Voilà. Donc je vous remercie pour ça et je vous encourage à suivre l'évolution de cette technologie parce que je pense qu'elle va changer beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Voilà, merci beaucoup.